Bonjour tout le monde. Donc, au nom de mes collègues de la section os de la Société algérienne de rhumatologie, je vais vous faire part de certains indicateurs en matière d'ostéoporose postménopausique chez nous. Ça, c'est une courbe qui rappelle un peu l'évolution de la masse osseuse au cours de la vie. Vous voyez qu'il y a deux phases. La première courbe de la naissance jusqu'à 30 ans, vous avez deux phases d'acquisition de masse osseuse. Vous voyez que l'homme et la femme passent par cette phase ascendante qui permet au fait une acquisition maximale de la masse osseuse, et puis s'ensuit une phase dite de transition de plateau entre 30 jusqu'à 45-50 ans où il va y avoir un équilibre entre la formation et la destruction osseuse. Et puis vous allez voir, il y a un déclin. Vous voyez que l'homme et la femme commencent à perdre leur masse osseuse à partir d'un certain âge. Et vous voyez qu'il y a une cassure qui se crée chez la femme. Et cette cassure est due à un phénomène purement physiologique qui est au fait la ménopause. Vous savez que quand on est privé d'œstrogènes, il va y avoir un hyper-remodelage osseux. Les oestrogènes sont en fait essentiels pour la minéralisation osseuse. Donc vous voyez que l'homme va rejoindre la femme, mais à un âge plus avancé. Donc l'ostéoporose est plus fréquente chez la femme à un âge relativement jeune, vous voyez à peu près à partir de la cinquantaine, parce qu'elle est privée de ses hormones, mais l'homme également va subir cet événement, mais à un âge plus avancé. C'est l'ostéoporose liée à l'âge. Donc vous allez voir que les deux courbes vont se rejoindre à un âge qui est aux alentours de 75 à 80 ans. Hop. Je ne sais pas comment je vais revenir en arrière. Ça. Alors juste pour dire que c'est un réel problème de santé publique de par la gravité des fractures. Vous savez, quand une femme, alors je vais dire femme parce que là je parle de l'ostéoporose postménopausique, mais on peut dire la même chose également sur l'ostéoporose masculine, qui n'est pas aussi fréquente que l'ostéoporose postménopausique. Et vous voyez que c'est un important problème qui génère énormément de fonds par rapport aux autres états de santé parce que c'est coûteux. Un remplacement de prothétique, ça coûte énormément d'argent, le nursing, les médicaments, et c'est une maladie qui est au fait chronique. Donc, et elle est grave de par les conséquences de la fracture et de sa forte prévalence. Alors, vous savez très bien qu'il y a un allongement de la population. En Algérie, il y a un recensement qui a été fait en 2008 qui a montré que, je crois que maintenant, notre espérance de vie, l'Algérien, tourne autour de 75 à 76 ans. Il va y aller en s'améliorant. Ça laisse penser à pas mal de choses à cet âge-là. Vous savez, plus la population vieillira, plus elle sera exposée à faire effectivement énormément de soucis liés à l'os. Donc vous voyez ce draft de l'Office national des statistiques qui dit qu'en moyenne, regardez la femme jusqu'en 2002, et là on est en 2020, la moyenne d'âge chez la femme est de 74 ans et elle est de 73 ans chez l'homme. Ça, c'est une notion très importante. L'ostéoporose est une épidémie silencieuse. Pas mal de personnes souffrent d'ostéoporose et elles ne le savent pas. Elles ne le sauront que le jour où elles vont consulter, c'est-à-dire que le jour où elles vont faire de la fracture, n'est révélé que par sa complication qui est la fracture. D'où l'intérêt d'aller chercher ces gens en population. Si on fait un sondage ici, pas mal de gens sont ostéoporotiques, ils ne le savent pas. Alors, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on ne parle pas uniquement de la qualité de vie. L'ostéoporose tue. Quand vous avez une fracture de la hanche, l'année d'après, 20% des patientes ou des patients vont mourir. C'est une fracture qui est morbide. Elle est emboligène. 20% des sujets qu'on voit nous en orthopédie, quand on nous les envoie, quand on les traite, quand on ne les a pas encore revus, 20% après, quand on essaie de les contacter, on nous dit qu'ils sont déjà morts. 20% c'est beaucoup.
30% vont perdre leur autonomie et 80% vont perdre une activité qu'ils avaient l'habitude de faire. Par exemple, se lever le matin et aller acheter son journal ou acheter son lait. 80%, vous imaginez ce que c'est? Vous voyez que les conséquences de cette maladie sont graves. On parle de mort. Alors je vais vous faire part d'une enquête qui a été faite, vous la connaissez, l'enquête Tahina, qui est une enquête à indicateurs de santé qui a permis, pourquoi je dis ça? Parce que, regardez, le diabète et l'hypertension, c'est une réalité algérienne et vous avez les chiffres. Vous voyez, l'HTA, c'est entre 16 et 36%, et le diabète entre 8 et 18. Que fait l'HTA et le diabète avec mon propos? Moi, je vous parle d'ostéoporose. C'est important parce que quand vous avez de l'HTA et du diabète, votre prise en charge est différente. On appelle ça les comorbidités. Vous avez déjà de la fracture liée à l'ostéoporose, mais quand vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous êtes cardiopathe, vous êtes insuffisant rénal, vous alourdissez la prise en charge. Vous allez être à risque de chuter. Et ça, c'est pas bon. Alors, l'ostéoporose post-ménopausique, on a un chiffre algérien. Il faut savoir qu'un travail a été fait par ma collègue de la section de l'os d'ostéoporose, professeur Aouichat de l'hôpital de Douira, qui a concerné 546 patientes. Travail fait en population, pas dans un service. L'âge moyen était de 60 ans et l'ostéoporose chez ces femmes a été retrouvée chez 41%. Regardez, retenez ce chiffre, 41,7% des femmes ménopausées ont de l'ostéoporose en Algérie. Et retenez en bas, regardez, ostéopénie, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas ostéoporotiques et elles ne sont pas normales, c'est-à-dire qu'elles sont au milieu. 40% de ces femmes sont à risque également d'ostéoporose. Ça, c'est le premier chiffre. Et quand on ajuste ce chiffre à la population algérienne du recensement qui a été fait en 2008, et je vous rappelle qu'on est en 2020, je crois que maintenant on est à 43 ou à 45 millions d'Algériens. En 2008, la population algérienne, si on ajuste, c'est 35,8% de femmes qui ont une ostéoporose post-ménopausique. Voici des chiffres réels qui parlent justement de la situation actuelle de l'ostéoporose. Alors ces femmes-là qui ont eu cette ostéoporose, on s'était dit quels étaient les facteurs de risque. Pourquoi elles faisaient de l'ostéoporose? Est-ce que c'est uniquement parce qu'elles étaient ménopausées ou il y avait autre chose? Il se trouve que quand on les a interrogées, elles avaient ça, un antécédent personnel de fracture. Quand elle a été consultée, elle lui a dit « Ah ben oui, j'ai déjà eu une année ou 2 ans, 5 ans, deux os de l'avant-bras ou un numérus ou autre chose. » Donc il y a cet antécédent, c'est un facteur de risque. Ou bien un antécédent familial. Si votre maman a fait une fracture de la hanche, vous êtes à risque de développer de l'ostéoporose. Au lieu d'hériter, d'avoir un héritage magnifique, vous allez hériter un gène pour vous fracturer. Antécédent familial est un facteur de risque. Et rappelez-vous, regardez pourquoi j'ai mis en rouge là, regardez, il y a des personnes qui n'avaient pas de l'ostéoporose, elles étaient, regardez, au milieu de l'ostéopénie, c'est-à-dire, ce n'était pas encore déclaré. Elles avaient des antécédents de fracture et elles se fracturaient. Comme quoi, on peut se fracturer et faire l'examen qui permet de dépister l'ostéoporose, qui est l'ostéodensitométrie, elle peut être normale ou ostéopénique. Moralité, ce n'est pas uniquement cette DMO, cette ostéodensitométrie qui permettrait de trancher votre situation parce que vous pouvez vous fracturer avec une DMO, regardez, intermédiaire. Voilà ce qu'il faut retenir de ça. Et regardez, dans cette DMO intermédiaire, 10% des 546 femmes faisaient des fractures. Ça également, il faut le dire aux patients, il faut le dire aux autorités, il faut le dire aux pharmaciens, il faut le dire à tout le monde. Même si on n'a pas de l'ostéoporose, on va se fracturer parce qu'on a des facteurs de risque. On est prédisposé à faire ça. Donc, l'ostéodensitométrie, quand il y a fracture, vous dites c'est normal, parce que quand on a de l'ostéoporose, c'est normal, mais quand vous êtes en ostéopénie ou même normal, regardez, même normal, hein, vous voyez qu'on peut faire de la fracture. Alors ces fractures-là, elles peuvent être sévères
ou mineure, banale. La fracture sévère, attention, celle qui nous fait peur, c'est la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Elle est mortelle. Si je fais une fracture du col, dans les 3 mois qui suivent, mon risque de décéder est multiplié par 6 chez la femme et par 8 chez l'homme. 3 mois. On est en février, 3 mois après, je risque de mourir si je fais une fracture de la hanche. Alors les autres fractures dites sévères, il n'y a pas que la hanche, c'est l'extrémité supérieure de l'humérus, c'est le bassin et plusieurs fractures vertébrales. Vous voyez qu'on est en train de parler pas de qualité de vie, pas de douleur, pas de réduction de la mobilité, on parle de morbimortalité. Alors ça c'est intéressant, c'est une filière qui permet de capter ces sujets-là. On s'était dit, le constat on l'a fait, en Algérie, il y a des femmes qui ont de l'ostéoporose, il y a des femmes qui sont fracturées, et qu'est-ce que vous faites pour essayer de faire quelque chose, une action à santé publique pour essayer de les capter? C'est ça. Alors ça c'est quoi? Regardez, filière capture fracture, c'est-à-dire, nous on est rhumatologues, on a dit aux orthopédistes, c'est eux qui reçoivent les patients, aux urgences, aux services, on leur a dit, il faut nous envoyer vos malades, parce qu'eux, ils les voient, ils leur font un plâtre, une plaque, une prothèse, mais ils ne les revoient plus. Et il est dit dans l'ostéoporose, qui s'est fracturé se refracturera. Si je fais une fracture maintenant, il y a le risque imminent de se refracturer, de se recasser. Donc ça ne sert à rien d'aller, de se suffire uniquement du traitement orthopédique. La prothèse, la plaque vissée, le plâtre ne suffisent pas si vous ne traitez pas votre ostéoporose. Donc ce programme de santé publique est fait pour essayer de capter toutes ces fractures qui atterrissent dans les polycliniques, dans les hôpitaux, pour pouvoir venir chez nous, consulter, les dépister et les traiter. Donc il y a une filière qui a été agréée par une fondation internationale qui s'appelle IOF à Douira. Il y a une autre également qui a été agréée à Tizi Ouzou. Il faut du personnel qui vont s'impliquer pour aller justement dans ces différents services et sensibiliser les orthopédistes pour leur dire il faut nous adresser ces patients. Donc voici les 2 filières que vous voyez en Algérie. Regardez, c'est Tizi Ouzou là-bas. Je sais pas, je fais des conneries. Et une à Douira. Alors, les facteurs de risque de ces patientes qui se sont fracturées, c'est essentiellement lié à l'âge, quand ça dépasse les 60 ans, le poids, inférieur à 62 kg, le fait d'avoir un antécédent personnel de fracture, la ménopause qui dépassait les 13 ans et le fait d'avoir un antécédent familial de fracture. Attention, voici les facteurs de risque de la femme ménopausée algérienne, que vous voyez en jaune. À côté de cette fracture-là, il y a également quelque chose de plus encore important. C'est ça, c'est la chute. Vous imaginez, vous allez capter une patiente d'orthopédie. Imaginez dans votre tête la filière. Hein. Elle vient, vous vous investissez, vous faites des radios, des analyses, vous traitez. Et elle va chez elle. 6 mois après, elle va tomber. Tout ce que vous avez fait va s'envoler. Donc ça, c'est également un chapitre capital dans la prise en charge des patientes. C'est dommage de monter des programmes de santé publique et passer à côté de ça. Toutes les patientes qui viennent nous voir, elles doivent bénéficier d'une consultation de chute. Il faut qu'on dépiste les patientes qui sont à risque de chuter. Sinon, si elle chute de sa hauteur. Je ne parle pas des chutes d'un balcon, chute de sa hauteur. Elle prend sa douche, il y a un câble. Regardez cette enquête qui a été faite algérienne qui a montré que la grande majorité de ces chutes survenaient à la maison. Elles survenaient dans un tiers des cas avant 6 heures du matin, quand elle se réveillait pour les ablutions, les toilettes, etc. Pour ne pas allumer, pour ne pas faire de bruit. Souvent, il y a ce genre d'événement. Ou entre 6 heures et midi. Et qu'est-ce qui précipite ces chutes? C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait une enquête qui a été faite
sur le diabète et l'HTA, le fait d'avoir de la comorbidité vous exposera à tomber ou à chuter. Donc c'est dommage de faire bénéficier les patientes des dernières thérapeutiques innovantes, de leur faire des examens, des radios, de faire un bon diagnostic. Vous êtes l'expert de je ne sais quoi et de la laisser subir ce sort-là. Parce que ça va faire tomber, faire chuter toute votre stratégie. À côté de cela, il y a également la vitamine D, un autre travail algérien qui a montré que si vous êtes en insuffisance en vitamine D, vous allez être exposé également à faire de la fracture, voire même de la chute. Regardez la femme ménopausée algérienne, elle est en insuffisance dans presque 100% des cas. 99% de ces femmes-là sont en insuffisance et en vitamine D. Et la vitamine D, elle est essentielle pour l'os et le muscle. Et même les médicaments que nous donnons pour la prise en charge de l'ostéoporose, si je donne un médicament, quelle que soit sa puissance, si la vitamine D n'est pas corrigée, ce médicament ne marchera pas bien. Donc vous voyez qu'il faut préalablement remettre le statut de la vitamine D d'une façon correcte. Il faut également, c'est une plaque très importante, à côté de la chute, il faut regarder la vitamine D. Et en Algérie, on est un pays ensoleillé. 2665 heures d'ensoleillement. On est riche. Mais le constat est amer. Qui s'expose réellement? Non. Surtout cette période printemps et hiver. Pas beaucoup. Donc attention, même si vous traitez, si vous êtes en insuffisance, ça ne marchera pas bien. Donc tout ça va impliquer des choses, il y a des implications thérapeutiques. Hein. Il faut supplémenter, on le fait nous systématiquement. Les patientes qui viennent nous voir au-delà de certains âges, à risque, on leur donne de la vitamine D, même si c'est un pays ensoleillé, parce qu'on sait qu'elle ne va pas s'exposer comme avant. Avant, nos grands-mères s'exposaient. Vous avez vu maintenant, avec il y a eu une transition démographique, socio-culturelle, etc. Maintenant, il y a des bâtiments, il n'y a plus le stéha, il n'y a plus la cour, il n'y a rien. Maintenant, les gens, il y a le vis-à-vis, il y a énormément de choses qui ont fait que les gens ne sortent plus, ne s'exposent plus. Donc, on le fait systématiquement. Donc, vitamine D, on supplémente également en calcium et il faut, à côté de cela, encourager l'activité physique. Plus vous marchez, plus vous stimulez votre remodelage osseux. Celle qui marche versus celle qui ne marche pas, ce n'est pas la même chose. Et on dit aux accompagnateurs de ces sujets à grand risque surtout, ceux qui font un fémur, etc., on dit aux parents, attention à la maison, s'il y a des câbles, des tapis qui traînent, s'il a une cataracte, il faut l'opérer. Sinon, ça sert à quoi de lui donner le dernier traitement? Lui ne voit pas, ou elle ne voit pas, et elle va tomber. Donc, on fait on explique tout ça. Il faut faire de l'éducation thérapeutique pour éviter les chutes. Donc, c'est ce que je disais ici, hein, c'est l'environnement, il faut qu'il soit adapté. Au niveau de la douche, il faut mettre une poignée pour que la patiente ne glisse pas. Voilà, il faut aménager l'environnement de ces sujets à risque parce qu'ils sont à risque de fracture et de chuter. Alors, qui traiter? C'est simple, hein, qui traiter? Fracture sévère, on la traite. On ne va pas dire à la patiente, vous allez chez M. Djenan à Tizi Ouzou faire une DMO. Non, il a fait une fracture du fémur, on a dit qu'elle tuait. Il faut la traiter d'emblée, on n'attend pas. Mais c'est vrai que nous, on lui dit, il faut faire une DMO. Pourquoi? Parce que j'aimerais savoir quel est le chiffre de sa DMO. En fait, la DMO, c'est un appareil qui permet de dire quel est votre taux d'ostéoporose. Hein, si vous êtes à -3, -4 et que vous êtes à -2, ce n'est pas la même chose. Vous êtes à risque encore de développer une ostéoporose plus sévère. Donc, fracture sévère, nous, on traite automatiquement. Alors, quand il y a une fracture qui n'est pas sévère, à ce moment-là, c'est au cas par cas. C'est en fonction de vos facteurs de risque et de votre ostéodensitométrie. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Et il y a certaines situations également où votre DMO est correcte, mais vous avez fait une fracture et on ne sait pas quoi faire. La CNAS ne rembourse pas. Vous savez, en Algérie, si vous n'avez pas de fracture, on ne vous rembourse pas. Et nous, on sait qu'il faut traiter ces patientes parce qu'elles ont une ostéoporose, mais il n'y a pas de fracture. À ce moment-là, qu'est-ce qui se fait ailleurs, pas en Algérie? C'est celui-là, le Frax. Je ne vous encourage pas de le faire, mais
vous permet de prédire votre risque de fracture sur 10 ans. On n'a pas en Algérie parce qu'on n'a pas l'incidence de la fracture de la hanche. Bref, on ne va pas trop s'embrouiller, mais c'est un outil qui permet dans certaines situations de trancher. L'expert, c'est là qu'il va trancher. Il va dire à la CNAS, écoutez, je sais que le législateur ne veut pas rembourser parce qu'il n'y a pas de fracture, mais moi, en tant qu'expert, je vous dis que cette patiente, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça, et elle va se fracturer si vous ne la traitez pas. On utilise soit ça, c'est le Frax, ou bien ça. Ça, on l'a en Algérie, c'est le TBS. Alors, je ne vais pas trop vous embrouiller. C'est quoi le TBS? C'est un logiciel qui permet de nous aider à trancher dans certaines situations où il y a un litige. La patiente, elle souffre, je vois sa radio, c'est déminéralisé, mais il n'y a pas de fracture. Je lui donne un traitement, la CNAS va refuser le traitement. Donc nous, on leur dit, on a utilisé un paramètre qui s'appelle le TBS, c'est celui-là, qui permet de dire elle est à risque. Il n'est pas encore reconnu chez nous, hein, mais on est en train de pousser les choses. On fait des travaux et on est en train de dire à la CNAS, regardez, nous on fait des choses qui disent que c'est un outil qui doit aider cette femme algérienne parce qu'on a des données. Il faut avoir des données nationales pour pouvoir être écouté. Donc ça, c'est un outil qui nous permet également de faire pousser un peu les choses et de dire si la situation n'est pas assez tranchée, ce n'est pas la peine d'aller vers une expertise judiciaire, etc. C'est un outil qui permet, dans ces situations intermédiaires, de vous dire elle est ou pas à risque. Parce que regardez, c'est juste pour pas trop vous embrouiller. À votre droite, vous avez deux résultats de DMO, elles sont identiques, elles ont le même score. La DMO, c'est un examen qui permet de quantifier, c'est le poids de vos vertèbres. Mais à droite, cet outil-là permet de quantifier le contenu de votre vertèbre. C'est la micro-architecture. Et vous voyez qu'avec une DMO identique chez deux patientes différentes, elles ont un TBS qui n'est pas le même. Regardez, en haut, le TBS est correct et en bas, son TBS est bas. Alors, ce TBS, on l'utilise quand la DMO n'arrive pas à expliquer pourquoi cette patiente elle fait une fracture. Elle vous ramène une DMO qui est normale et elle a des fractures. Elle vous dit, mais d'où est-ce que j'ai ça? On lui explique que sa fracture ostéoporotique est due à un défaut de sa micro-architecture et que cette DMO ne permet pas de la quantifier. C'est cet outil-là qui permet de voir cette ostéoporose. Voilà, je passe tout ça, hein, c'est ce que je disais. Alors, les choix des traitements. J'arrive au traitement. Qu'est-ce qu'on fait en Algérie? Par exemple, chez une femme qui a moins de 60 ans, qui a des troubles, elle vient juste d'être ménopausée. S'il n'y a pas de fracture sévère, on donne un traitement hormonal substitutif. En cas de DMO trop basse, mais vraiment trop basse, quand vous avez des chiffres qui font trop peur, on a une préférence pour certains médicaments qui agissent plus que les autres. Voilà, vous voyez, vous avez toute la liste en bas, acide zoledronique, le dénosumab ou tériparatide, qui permettent de faire remonter, mais rapidement, la DMO des patientes. Alors, qu'est-ce qu'on fait également en pratique quand on voit ces malades? On les suit, on les revoit régulièrement. Quand on les revoit chaque année, on prend leur taille, parce que si elle perd en taille, c'est qu'elle est en train de se tasser. On leur refait une ostéodensitométrie tous les 2 voire 3 ans, mais nous on le fait tous les 3 ans. Ça ne sert à rien de faire une DMO tous les 2-3 mois quand ça se fait dans certains centres, c'est aberrant. Et on évalue s'il y a de nouveaux facteurs de risque. On évalue tout ça, et qu'est-ce qu'on cible? En cible, on a un chiffre. Il faut, quand vous donnez le traitement efficace, il faut faire améliorer votre DMO. Il faut un test score, vous voyez en jaune, retenez ce qui est en jaune, il faut qu'il soit supérieur à moins de 2,5 parce que l'ostéoporose est définie comme étant un test score inférieur à moins de 2,5. Donc on essaie avec ces médicaments de remonter ce seuil au-delà de 2,5. Alors la durée du traitement, les patientes nous disent mais je vais le prendre pendant combien de temps ce médicament? Parce qu'on a un problème d'adhésion, d'adhérence, le pharmacien le sait également. Alors, ça dépend de l'âge. Quand je dois traiter une femme qui a 60 ans et une femme qui a 90 ans, je dois revoir ma carte. Ce n'est pas la même chose. De l'effet rémanent des médicaments. Il y a des médicaments qui agissent, mais d'une façon spectaculaire. Ils vous font augmenter la DMO en une année. Mais si vous ne faites rien après, vous perdez tout cet effet-là. Comme il y a des médicaments qui ont ce qu'on appelle un effet rémanent. C'est-à-dire que vous le prenez pendant 3-4 ans, vous arrêtez pendant 2-3 ans parce que vous jugez que la patiente est bien, et le médicament continue, il est toujours dans le corps, dans l'os, c'est ce qu'on appelle un effet rémanent
c'est surtout avec les biphosphonates. Ça dépend également de la tolérance osseuse et générale du patient, s'il tolère ou pas le médicament, et de l'évolution sous traitement. Voici la durée des différents traitements disponibles chez nous. Vous voyez que le biphosphonate, c'est la thérapeutique la plus utilisée. C'est 10-7 ans. Je termine. Oui, 7 ans. Sinon, vous avez l'acide zolédronique, le tériparatide, denosumab. Et puis, il y a des études d'extension, de sécurité qui permettent de dire que vous pouvez dépasser ce délai. Voici comment on fait pour arrêter, parce qu'il y a des patients qui nous disent « Mais quand est-ce que je vais arrêter ce médicament ?» S'il n'y a pas de nouvelles fractures, s'il n'y a pas de nouveaux facteurs de risque, si la DMO a été corrigée, donc vous pouvez arrêter ce traitement. Et puis, il y a certaines séquences thérapeutiques, ça c'est l'avis de l'expert, qui permettent de dire quel est le traitement que je dois commencer en fonction de mon état, de mes facteurs de risque, de ma radio et de ma DMO. C'est ça. Il y a des séquences qui permettent de dire que si vous donnez par exemple tériparatide suivi d'un traitement anti-résorbeur, c'est quelque chose de bien. Ou du denosumab, vous le suivez avec un biphosphonate pendant 1 an, ça c'est également une séquence thérapeutique qui est très très puissante. Voilà. Merci à vous.